C'est un mardi matin de janvier. La pluie frappe contre les vitres du 3e étage. Ce bruit sourd et répétitif que je n'ai jamais vraiment trouvé désagréable. Moi, c'est le silence qui m'aurait alerté. Mais là, non. C'est le bruit de mes chaussures sur le linoléum du couloir. Ces chaussures trop rigides que j'ai mises ce matin sans vraiment y penser, qui me dit que quelque chose cloche. Elles sonnent trop fort. L'immeuble respire différemment aujourd'hui. Je suis Thierry Blanchard, 52 ans. Et à ce moment précis, je marche vers ma ruine sans le savoir vraiment. Ou peut-être que je le sais déjà, mais que je refuse de l'admettre. Je me répète que c'est une réunion comme les autres. Juste une convocation de Patrick Renard, le directeur général. Ça arrive. Ça m'est arrivé 100 fois, 200 fois peut-être. Sauf que cette fois, il y avait une douceur dans le message Slack de sa secrétaire. Une douceur qu'on ne met dans ses messages que quand on va dire quelque chose de dur. Son bureau est au 4e étage. Je vois les fenêtres qui donnent sur Lyon, ce gris de janvier où la ville semble retenir son souffle. Patrick est assis derrière son bureau. Il ne se lève pas. C'est déjà mauvais signe. Patrick se lève toujours. Quand il ne se lève pas, ça veut dire qu'il a décidé de faire quelque chose qu'il sait être difficile, et qu'il se protège derrière son bureau. Je vois le geste avant même qu'il ne le fasse. Je le connais, ce geste. « Thierry, merci d'être venu. » C'est 4 mots. 4 mots qui contiennent tout. Je m'assieds sans être invité à le faire. C'est une vieille habitude, mon droit de présence ici. 28 ans, ça me donne ce droit. Patrick, il y a une seconde où il ne dit rien. Il regarde par la fenêtre comme s'il y avait quelque chose de fascinant à observer dans le gris lyonnais. Il n'y a rien, il le sait, moi aussi. Tu as servi cette entreprise de façon remarquable. Je veux que tu le saches. Le passé composé. Tu as servi. Pas tu sers. C'est fait, c'est terminé. Il y a une différence abyssale entre ces deux temps. 28 ans, réduit au passé. J'ai commencé chez Logistem en 1996. C'est une PME de logistique industrielle, spécialisée dans la distribution de pièces automobiles pour les sous-traitants régionaux. 250 employés à l'époque. Un peu moins maintenant, ça dépend comment on compte. À l'époque, j'avais 24 ans. Je sortais de mon CAP, j'avais passé 2 ans comme magasinier, et j'avais cette envie de construire quelque chose. Pas de grimper les échelons, de construire. C'est peut-être naïf, c'est peut-être idiot, mais c'est ce que j'ai fait. Le département opérationnel de Logistem, c'était moi. Pas au sens où j'étais seul, c'était 40-50 personnes, mais au sens où j'ai pensé chaque processus, testé chaque procédure, négocié chaque contrat. J'ai passé des nuits à rationaliser les circuits de distribution. J'ai formé personnellement les chefs d'équipe. J'ai construit des relations avec Renault, avec les fournisseurs à Grenoble, avec les transporteurs du Rhône. Ces relations, ce n'étaient pas des contrats signés, c'était des conversations qu'on avait tous les mois, parfois tous les 2 mois. Des coups de téléphone où on parlait aussi du foot, ou de la dernière grève des routiers, ou de comment les affaires allaient pour eux. Ça, c'est le travail que personne ne voit. Ça, c'est ce qui fait tenir une PME. Chez Logistem, on faisait à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais que ça paraît petit à certains. Pour une PME régionale, c'était solide. On ne s'endormait jamais sur nos lauriers. Mais on restait à flot, on restait pertinent. Et franchement, c'était surtout grâce à moi. Ça, ce n'était pas de la vanité, c'était juste la réalité. Patrick le savait, tout le monde le savait. Jusqu'à il y a 18 mois. C'est quand le groupe Dumont a racheté Logistem. Dumont, c'est un géant. 1200 employés, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont des antennes partout. Ils ont une direction générale qui est une vraie direction générale, pas juste un mec qui gère. Ils ont des cabinets de conseil qui passent 6 mois à disséquer chaque département. Et ils ont des idées, des grandes idées, des idées de transformation, de scalabilité, de réorganisation pour plus d'efficience. Patrick Renard a gardé sa place. Il y a eu des changements à la direction financière, à la commerciale, mais Patrick s'est maintenu. Je me souviens de ce que j'avais pensé. Au moins quelqu'un qui connaît la maison. Au moins pas de révolution complète. J'avais tort. Les gens de Dumont, ils regardaient mon département et ils voyaient quelque chose d'archaïque. Vieux. Pas assez optimisé. Pas assez jeune aussi, probablement. Pas assez LinkedIn. Pas assez puissance de feu en termes de diplôme. Moi, j'ai un bac pro, c'est tout. À Dumont, les gens ont des masters d'HEC ou de Dauphine. Ça change comment on te regarde. Ça change comment on te parle. Ils ont dit à Patrick qu'il fallait que j'aie un égal, un numéro 2. Quelqu'un pour l'aider à la transition vers une architecture plus moderne. C'est ça qu'ils ont dit. Transition vers une architecture plus moderne. 3 mois plus tard, Julien Moreau est arrivé. Julien, 36 ans, diplômé d'Audencia, une vraie gueule d'école de commerce, cheveux parfaits, montre à 5 000 €,
vocabulaire de PowerPoint. Il a déjà bossé dans 2 groupes de distribution. À Carrefour en tant que responsable optimisation logistique et avant ça à Système U en pilotage des flux. Sur le papier, c'était solide. Sur le papier, c'était exactement ce qu'il fallait. Sur le papier seulement. Parce que Julien n'avait jamais mis les mains dans le cambouis. Il n'avait jamais passé une nuit à résoudre une crise de stock parce qu'un fournisseur avait failli. Il n'avait jamais négocié un contrat face à face autour d'une table avec quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui sait que tu as besoin de lui autant qu'il a besoin de toi. Il connaissait le lean management, il connaissait les concepts, il ne connaissait pas la réalité. Mais personne ne me le demandait. Patrick m'a convoqué un jour différent d'aujourd'hui, un jour normal, pour me présenter Julien. Il a dit « Thierry, je te présente Julien Moreau, il va rejoindre notre équipe. Il aura un focus sur la modernisation des processus. » Il a dit ça comme s'il présentait un nouvel outil, un logiciel, une nouvelle machine, pas une personne, une fonction. Je me souviens d'avoir serré la main de Julien. Elle était molle. Je me souviens d'avoir souri. Je me souviens d'avoir dit « Bienvenue chez nous ». Et je me souviens d'avoir pensé « Ça va être très difficile ». Pendant quelques semaines, Julien a eu l'air perdu, c'est normal. Je lui ai montré les entrepôts, je lui ai présenté les équipes, je lui ai donné les clés du système informatique. Un vieux système, oui, mais qu'on ne pouvait pas remplacer du jour au lendemain parce que c'était compliqué. J'ai fait mon boulot de mentor, j'étais un professionnel, je l'ai traité comme un professionnel. Mais ensuite, Julien a commencé à avoir des idées, des bonnes idées sur le papier. Nous transformer en Lean Logistique 4.0, réduire les stocks de 30%, implémenter un système de WMS, Warehouse Management System, qui automatiserait les tâches. Ça sonnait bien, ça sonnait futuriste. C'était le genre de choses que les gens de Dumont voulaient entendre. Ce que je savais, moi, c'est qu'il fallait 6 mois pour vraiment implémenter un truc pareil, qu'il fallait former les équipes, qu'on ne pouvait pas réduire les stocks de 30% d'un coup parce qu'on desservirait nos clients à Renault, et que Renault, c'était 40% de notre chiffre d'affaires. Qu'il y avait une raison pour laquelle les choses étaient comme elles étaient, pas par incompétence, par réalité. Mais moi, j'ai le passé composé. Tu as servi. Et Julien, lui, il a le futur. Il faut qu'on parle de la succession, dit Patrick. Succession, c'est le mot qui tue. Ça veut dire que j'ai un fin de contrat. Ça veut dire que mon temps, c'est du temps qu'on a acheté, du temps que tu comptes, du temps limité. Julien est prêt à prendre le rôle de directeur des opérations, continue Patrick. Il dit ça avec le ton de quelqu'un qui annoncerait quelque chose de normal, comme si c'était prévu depuis le début, comme si j'avais signé quelque part un contrat qui disait « À 52 ans, tu seras remplacé par quelqu'un qui ne sait rien, mais qui a le bon diplôme. » Je vois, dis-je, c'est tout ce que je dis. Je vois. Patrick attend que je dise autre chose. Il attend que je proteste, que je négocie, que je supplie, que je fasse quelque chose, putain. Les gens font quelque chose, normalement. Mais moi, je suis élevé autrement. Dans les années 90, quand j'ai commencé, on ne protestait pas, on acceptait, on gardait la dignité, on continuait à venir le lundi matin et on faisait son travail. Quand, demandai-je. Dans 2 semaines. On va l'annoncer à la direction générale de Dumont la semaine prochaine, mardi, et on l'annonce à l'équipe le lundi d'après. 2 semaines. 14 jours pour lâcher prise sur 28 ans. Et mon avenir, demandai-je, parce qu'il faut bien. Patrick se frotte le visage. Il a l'air fatigué. On regarde pour toi. Tu as de l'expérience, tu as des contacts. On voudrait que tu restes, peut-être en accompagnement de Julien pendant quelques mois, pour garantir la transition. Et après, on voit. Il y a peut-être quelque chose à Dumont. Un poste de consultant interne, un rôle de... Il ne sait pas de quel rôle il parle, parce qu'il n'y en a pas. Je me lève. D'accord, Patrick, on en reparle. Je me souviens de sentir mes genoux craquer en me levant. C'est étrange, les détails qu'on retient. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. Je venais le matin, je faisais mon boulot. Julien commençait à assister aux réunions. Les gens le regardaient différemment, avec une certaine curiosité, un certain respect. C'était le nouveau, c'était l'avenir. Moi, j'étais le passé. Mais je n'étais pas passif. Le soir, chez moi, je commençais à tout documenter. 28 ans de connaissances. Je faisais des listes, des processus, des contacts, les numéros de téléphone de mes gens clés, le responsable de Renault, le responsable des approvisionnements à Grenoble, les transporteurs régionaux. Tout ça en version papier, tout ça à la maison. Parce que je savais une chose, ça, c'était mon capital réel. Pas mon poste, pas mon titre, ce savoir. Et en même temps, je commençais à tendre l'oreille. Je mettais mon réseau en alerte. Doucement, discrètement. Un appel par-ci, à un ancien collègue qui avait monté son propre truc.
Un café par là avec un gars de Rhenus, un concurrent local. Pas pour fuir, pour me préparer, pour avoir des options. Parce que je sentais déjà, même avant que l'annonce soit faite officiellement, je sentais que c'était un piège. Et je ne voulais pas être encore là quand il se refermerait. Janvier devient février, devient mars, et le piège commence à se refermer exactement comme je l'avais prévu. L'annonce, le lundi, se passe sans surprise. Julien est présenté comme le nouveau directeur des opérations. Je suis présenté comme son consultant de transition. Ce mot, transition, je le déteste. Il veut dire « tu es en train de disparaître ». Il trouve juste un mot gentil pour le dire. Julien fait son discours. Il parle de modernisation, de disruption positive, de Lean et de 4.0. Les équipes applaudissent, comme on te le demande implicitement. Moi, je reste assis, les mains sur la table, et je regarde les visages autour. Fatima, ma chef d'équipe depuis 12 ans, elle ne me regarde pas. Malik, qui gère le stock depuis 10 ans, il croise mon regard une seconde. Je vois la pitié. Je la déteste encore plus que la pitié qu'on peut avoir pour moi. Pendant 2 semaines, je fais mon boulot de transition. Je transfère les dossiers. Je passe les réunions à Julien. J'explique comment fonctionne chaque process, comment on gère les relations avec les clients, comment on négocie, comment on peut garder les marges sans sacrifier la qualité. Comment on sait, juste en parlant à quelqu'un, si la relation est en train de se détériorer avant même que les chiffres le montrent. Julien prend des notes, beaucoup de notes. C'est un bon signe, je me dis. C'est un mauvais signe en vrai. Parce que la prise de notes, ça veut dire qu'il ne comprend pas, qu'il apprend des mots, pas de l'expérience. Et les mots sans l'expérience, c'est juste du bruit. Le premier problème arrive dans la 3e semaine de février. Renault appelle, pas pour parler des volumes, pour se plaindre. Les délais de livraison sont passés de 8 jours à 12 jours. Ça ne semble pas énorme, c'est énorme. Renault a un juste à temps. Les délais, c'est tout. C'est la raison pour laquelle Renault nous paie correctement. Je suis en train de regarder la télévision chez moi quand Julien m'appelle. « Thierry, on a un problème à Renault. Les délais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant, c'était bon. » Avant un mois. « Pourquoi tu appelles, dis-je. Je n'étais pas méchant. Je voulais juste comprendre. Tu as dit qu'il fallait que je gère. Mais Pourquoi ça s'est dégradé? Je viens à l'usine. Je regarde les données. Je comprends tout de suite. Julien a modifié le circuit de préparation des commandes. C'est une modification qui a du sens sur le papier. Elle réduit le trajet des préparateurs de 5%. Mais ça crée un goulot d'étranglement à la sortie. Parce que la sortie, c'est juste une porte. Une seule porte. Et plus tu amènes de choses à cette porte en même temps, plus tu dois attendre. C'est le genre de détail qu'on apprend en faisant, pas en lisant. Il faut qu'on reverte le système, dis-je. On ne peut pas. Je viens de le mettre en place. C'est pas une raison. C'est de l'orgueil. Ça me prend 1 semaine de négociation avec Renault pour les calmer. 1 semaine, c'est long. Et dans 1 semaine, tu perds de l'argent. Renault perd de l'argent. Et Renault, c'est notre plus gros client. Julien revers le système. Les délais reviennent à la normale. Mais quelque chose a changé. Je peux le sentir. Renault a senti une faiblesse. Février se termine. En mars, c'est le système d'approvisionnement qui s'écroule. Il y a un fournisseur à Grenoble, Michaud Industrie. Ils nous fournissent un composant qui ne représente que 3% de nos coûts, mais qui est dans 50% de nos produits. C'est le genre de fournisseur où tu dois entretenir la relation, parce qu'il y a d'autres distributeurs. Il n'y a aucune raison pour que Michaud nous préfère si on le traite mal. Julien implante une nouvelle stratégie d'approvisionnement. Moins de commandes, mais plus grosses. Ça paraît logique, c'est le lean ça. Mais ça veut dire moins de flexibilité. Et la flexibilité, c'est ce qu'un fournisseur comme Michaud te vend vraiment. En février, on passe une grosse commande. 2 mois de stock. Normalement, on en passe une tous les 2 semaines. Le mec de chez Michaud, je le connais. Je l'appelle après que Julien a passé la commande. « Thierry ?» demande-t-il. « Pourquoi cette grosse commande ?»« Nouvelle stratégie, dis-je. » Il y a un silence au téléphone. « Vous avez les problèmes d'argent ?» C'est la question qu'on pose juste avant de dire « on peut plus livrer ». « Non, dis-je. Pourquoi ?»« C'est juste, ça me paraît bizarre. On n'a jamais fait ça. » Je le rassure. Je lui dis que c'est juste une optimisation, qu'on est toujours là pour lui, qu'on prendra soin de lui, que je suis toujours là pour lui, même si je ne suis plus officiellement en charge. Ça marche, pour cette fois. Mais en mars, quand Julien recommence la même chose, une grosse commande, il ne m'appelle pas d'abord. Il appelle pas Michaud pour lui expliquer. Il envoie juste une commande. Et Michaud répond « On peut pas, on fait pas ça. Faut revenir à l'arrangement qu'on avait. » Julien ne sait pas comment négocier ça. Il n'y a aucun contrat écrit qui dit qu'on doit faire 2 semaines à la fois. C'est juste un accord. Un accord qu'on a parce qu'on s'est parlé pendant 15 ans et qu'on se faisait confiance. Ça, tu peux pas l'expliquer dans un email.
C'est comme ça que ça commence à se casser. Pas grand-chose, juste des fissures. Mais les fissures, ça s'agrandit. Avril, une crise véritable. Un gros client, Bosch Rhône, demande une commande d'urgence. Ils ont un problème chez eux. Ils ont besoin de pièces en 24 heures. Normalement, je peux faire ça. Je connais qui appeler. Je sais comment mobiliser l'équipe. Je sais où on peut emprunter du stock si on en manque. Julien essaie de faire ça tout seul. Il ne sait pas où emprunter du stock. Il ne sait pas à qui appeler. Il demande à Fatima. Fatima sait, mais Fatima n'a pas confiance en lui parce que 2 mois avant, il a remis en question son circuit de travail et ça l'a ralenti. Fatima refuse de se plier en 4 pour lui. On livre Bosch avec 4 heures de retard. C'est peu. C'est trop pour Bosch. Bosch appelle directement Patrick. Bosch dit qu'elle réfléchit à trouver un autre fournisseur. Patrick m'appelle. C'est un mercredi. Je suis à la maison. Je regarde l'appel arriver et je sais exactement ce qu'il va dire. Thierry ? Oui, Patrick. Il y a un problème avec Bosch. Bosch dit que la qualité du service a baissé. On les a livrés avec du retard. Je sais, dis-je. Comment tu sais ? Parce que c'est ce qui allait se passer, dis-je. Et je lui explique. Je lui dis qu'on a essayé d'optimiser sans comprendre que l'optimisation, ça vaut rien si tu casses les relations. Que Bosch, c'est un client qui a besoin d'être chouchouté. Que quand tu changes les gens à la direction, tu dois aussi changer la manière dont tu traites les clients. Et que si tu mets quelqu'un qui ne sait pas gérer les relations, c'est normal que les relations se dégradent. Patrick écoute, il ne dit rien. Je peux l'entendre respirer. Il faut que tu appelles Bosch, dis-je. Non, toi tu les appelles, s'il te plaît. Et c'est comme ça que je reviens, pas comme directeur, comme pompier. Je passe 1 heure au téléphone avec Bosch. Je leur explique qu'il y a eu une transition à cause d'un rachat, qu'on va mettre en place un plan d'action, que moi je reste pour garantir que ça ne se reproduira pas. Bosch dit « Ok, mais on surveille de près. On l'a gardé ce client, mais juste. » Fin avril, c'est l'effondrement à Grenoble. Michaud Industrie annonce qu'elle arrête de nous livrer. Elle va chercher d'autres distributeurs. C'est un coup bas. C'est un coup qu'on aurait pu voir venir si on avait écouté. Mais on n'a pas écouté. On perd 15% de notre volume d'approvisionnement. C'est catastrophique. C'est pas un peu grave, c'est catastrophique. Julien essaie de trouver des fournisseurs alternatifs. Il y en a pas. Enfin, il y en a, mais ils demandent des prix plus hauts. Beaucoup plus hauts. 12% plus hauts. Et il y a des délais. 3 semaines, pas une. On perd 2 gros clients qui n'acceptent pas les délais allongés. Rhenus, qui fournit Peugeot à Sochaux. Et une petite boîte de sous-traitance, Deltec, qui fait des petites séries. Rhenus, c'est 5% du chiffre. Deltec, c'est moins. Mais ça commence à s'accumuler. En 4 mois, on a perdu environ 15% du chiffre d'affaires. Patrick me demande de venir travailler à temps complet. On a besoin de toi, il dit. Il dit ça avec le ton de quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait une erreur. Trop tard, tu sais. Les erreurs, tu peux pas les défaire juste en reconnaissant qu'elles existent. Je dis oui quand même, parce que je suis professionnel, et parce que j'ai une conscience. Parce que les gens chez Logistem, ce sont mes gens. Je les ai embauchés, je les ai formés. Je ne peux pas les laisser couler juste parce que la direction a pris une mauvaise décision. Mais l'entreprise annonce une réorientation stratégique. C'est le langage qu'on utilise quand on veut dire « on ferme ». C'est Dumont qui prend la décision, pas Patrick. Patrick aurait jamais pris cette décision. Mais Dumont regarde les chiffres. Dumont voit que Logistem perd de l'argent tous les mois. Dumont voit que les gros clients s'en vont. Et Dumont se dit « Pourquoi garder une usine qui perd du pognon quand on peut la fermer et redéployer les ressources ailleurs ?» L'annonce se fait le jeudi 5 mai d'un email de la direction générale de Dumont. Les opérations de Logistem seront intégrées à un site plus important à Chambéry. Les locaux de Lyon fermeront d'ici le 30 juin. Il y a des plans d'accompagnement pour le personnel, des reclassements si possible, des licenciements avec indemnité sinon. C'est court, c'est clair. C'est le genre de choses qui changent 25 vies du jour au lendemain. Les gens sont abasourdis. Fatima me cherche, Malik me cherche. Ils demandent si je savais. Je le savais pas. Je le sentais venir, mais je le savais pas. Je les réunis tous, environ 40 personnes, et je leur dis ce qu'on va faire. On va documenter chaque process, on va former les gens qui vont à Chambéry, on va s'assurer qu'aucun de nos clients ne restera sans solution, et on va le faire avec dignité. Parce que c'est ça qui me définit, pas mon titre, pas mon argent, la dignité. Julien disparaît, littéralement. Il ne vient pas le lendemain de l'annonce, il ne vient pas la semaine d'après. On apprend plus tard qu'il a demandé une mutation chez Dumont, qu'il a trouvé un poste à Chambéry, directeur des opérations pour la nouvelle région. Je ris quand j'apprends ça. Je suis pas amer, je suis juste fasciné par l'ironie. Patrick m'appelle, c'est le vendredi matin. « Thierry, je suis désolé. » Ces mots.
tout un monde dans ces mots, mais trop tard pour être utile. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demande-t-il. Je sais exactement ce qu'il demande. Il demande si je vais rester pour superviser la fermeture, si je vais passer à Chambéry, si je vais accepter le package de licenciement et partir en paix. Je vais rester, dis-je, jusqu'au 30 juin. On va faire ça correctement. Thierry, tu n'es pas obligé. Je sais que je suis pas obligé, Patrick, mais je vais le faire quand même. Pendant ces 6 semaines, c'est moi qui gère la fermeture. C'est moi qui appelle les clients et qui leur explique. C'est moi qui arrange les transferts de dossiers. C'est moi qui forme les 4 gars de Chambéry qui vont reprendre les opérations. C'est moi qui crée les derniers processus documentés que l'entreprise aura jamais. Pendant ces 6 semaines, Patrick m'appelle tous les 3 jours. Il faut que tu appelles Renaud. Il demande un plan de continuité. Il faut que tu arranges une réunion avec Bosch. On a un problème avec les stocks qui doivent aller à Chambéry. On ne sait pas quel stock tu veux garder et lesquels tu veux vendre. À chaque fois, je gère. À chaque fois, je dis oui. À chaque fois, Patrick dit « Je ne sais pas comment on va faire sans toi, Thierry. » Et je lui réponds toujours la même chose. On va faire. C'est ça le problème. On va faire parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on va faire dans la confusion. Et ça va coûter du pognon à Dumont. Beaucoup de pognon. Une nuit, vers la mi-juin, Patrick m'appelle à 9h du soir. Il avait un verre. Je le sens. « Thierry, je suis désolé de t'avoir remplacé. Je suis vraiment désolé. » Je sais, Patrick. C'était la décision de Dumont, pas moi. Je sais. Mais j'aurais dû dire non. J'aurais dû dire que tu étais indispensable, que tu ne te remplaces pas. Et là, je me permets d'être un peu dur. Oui, Patrick, tu aurais dû, mais tu l'as pas fait. Et maintenant, on est où? On est nulle part. On perd de l'argent, on perd des clients, et on ferme. Ça, c'est pas à cause de moi qu'on ne m'a pas écouté, c'est à cause de vous. C'est à cause d'une décision que vous avez prise parce que vous pensiez que vous saviez mieux. Il ne dit rien après. Je l'ai peut-être blessé. Je m'en foutais, un peu. Le 30 juin arrive. C'est un mercredi. Je viens une dernière fois à l'usine. Tout est vidé. Les bureaux sont vides. L'entrepôt est vide. Il y a juste des cartons et du vide. Patrick est là. Julien, curieusement, est venu aussi. Patrick se lève. Il me serre la main. Il me donne une enveloppe. C'est une lettre de Dumont. Une lettre de remerciement. Et un bonus de licenciement de 15 000 €. Ça doit être censé être généreux. Ça me semble dérisoire. Julien me parle. Il dit quelque chose comme « Je sais que ça n'a pas marché, mais tu m'as beaucoup appris. » Je le regarde. Je ne souris pas. Je lui dis « Non, Julien, je ne t'ai rien appris. Parce que tu n'étais pas là pour apprendre. Tu étais là parce qu'on t'avait dit que j'étais remplaçable. Et tu l'as cru. On se serre la main quand même, parce que je suis professionnel. Mais c'est fini. 3 jours après, une boîte m'appelle. Rhenus. C'est mon ancien contact. Le mec qui travaillait à Rhenus depuis longtemps, qui avait changé de poste. Il bossait maintenant chez Citec, un cabinet de conseil en logistique basé à Saint-Étienne. Il avait vu la nouvelle de la fermeture de Logistem. « Thierry, c'est Alexandre, de Rhenus. Avec la fermeture de Logistem, on perd notre fournisseur. Ça te dirait de venir bosser avec nous? Citec, c'est nous. On a des clients à la chaîne. On aurait besoin de quelqu'un comme toi, pour les aider à restructurer leur logistique, pour la transition. » Je dis oui sans vraiment réfléchir, parce que ça, c'était une opportunité. C'était une chance de rebondir. Et je l'avais préparé. Pendant tous ces mois, je n'ai pas juste documenté les processus de Logistem. J'ai aussi documenté mon savoir, mes contacts, mon réseau. Et maintenant, j'avais un endroit où mettre tout ça. Je commençais chez Citec en août. C'était un poste de consultant senior. 52 ans, redémarrage, nouvelle étape. À ce moment-là, je ne voyais plus Patrick Renard. Je ne voyais plus Julien. Je n'allais plus rue Garibaldi. Mais au mois de septembre, Patrick m'appelle. « Thierry, on a un problème. Chambéry essaie de reprendre les opérations, mais il manque quelque chose. Les clients disent que le service n'est pas bon. Bosch dit qu'elle va aller ailleurs si on n'améliore pas. Et on a perdu Renaud complètement. Renaud a trouvé un autre fournisseur. Julien ne sait pas comment s'y prendre avec les clients. Il dit qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire, qu'il faut que tu sois là pour l'aider à Chambéry. » Je suis assis dans mon bureau chez Citec. J'ai une tasse de café. Je regarde par la fenêtre sur Saint-Étienne. J'écoute Patrick me supplier. « Patrick, je suis plus disponible. » « Même pour consulter? Même quelques jours par semaine? » « Non. »« Thierry. »« Patrick, tu m'as remplacé. Tu m'as dit que j'étais pas assez moderne, que j'étais pas assez bien. Et maintenant tu me dis que tu avais besoin de moi. Je sais que tu avais besoin de moi. Je le savais depuis le jour où Julien a mis les pieds chez Logistem. Mais tu ne m'écoutais pas. Personne ne voulait m'écouter. Et maintenant ça coûte à Dumont. Beaucoup de pognon. Parce que des décisions faites sur l'orgueil, c'est jamais bon. « Je ne peux pas te forcer, » dit Patrick. « Non, tu peux pas. » Il me demande quand même 3 fois avant que je lui dise que c'est fini.
À la troisième fois, je bloque son numéro. Ce qu'on apprend plus tard, c'est que Chambéry n'a pas pu stabiliser les opérations, que les clients se sont éloignés graduellement, que Dumont a décidé de fermer Chambéry aussi, 12 mois après avoir fermé Lyon, que ce qui aurait pu être une consolidation profitable, c'était l'idée de Dumont, s'est transformé en petit débâcle. Quelques années plus tard, je croise quelqu'un qui bossait à Dumont. Il me dit que l'acquisition de Logistem a été une perte nette, plusieurs millions. Pas parce que Logistem allait mal, mais parce que Dumont ne savait pas comment garder ce qui fonctionnait. Parce qu'on a cru que la taille et les diplômes pouvaient remplacer la connaissance et l'expérience. Chez Citec, je construis quelque chose de nouveau. Pas une entreprise, des relations, des solutions sur mesure pour les clients. J'ai 30 clients maintenant. Tous des clients qui viennent vers moi parce qu'on sait parler, parce qu'on a une confiance. Ça, c'est ce que j'ai appris chez Logistem. Qu'est-ce que 28 ans t'apprennent? Que la loyauté, ça marche surtout dans une direction. Que les entreprises, c'est pas des familles. Que les diplômes et la taille te donnent l'illusion que tu sais ce que tu fais, mais que c'est juste une illusion. Que le vrai savoir, c'est celui qu'on construit jour après jour, relation après relation, erreur après erreur. Mais aussi que c'est ce vrai savoir qui reste. Les diplômes, ça s'oublie. Les titres, ça disparaît. Mais ce que tu sais faire avec tes mains et ta tête, ce que tu as appris en étant là, dans la vraie vie, ça personne peut te le prendre. Ça c'est toi. Et ça c'est ce qui compte finalement.